Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Merci de nous rejoindre. Nous nous intéressons à un univers trop souvent méconnu, celui des salles de vente, et à un métier, commissaire-priseur. Notre invitée s'appelle Pauline Maringe. Elle est la cofondatrice d'Arpogé, une maison de vente aux enchères. Adjugé, vendu. On ne connaît peut-être du métier de commissaire-priseur que ce côté théâtral, mais c'est beaucoup plus complet. On en parle tout de suite avec vous, Pauline Maringe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire-priseur à Toulouse. Oui. Et vous êtes cofondatrice de l'entreprise Arpogé. Oui. Merci d'être avec nous dans Le Goût d'entreprendre. Alors déjà, première question, quel est le rôle d'un commissaire-priseur aujourd'hui ? Alors, le rôle d'un commissaire-priseur. Donc, il fait plusieurs choses, le commissaire-priseur. Il ne fait pas que la vente aux enchères. Déjà, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans toute la valorisation de votre patrimoine. Donc, que ce soit pour les assurances, par exemple. Vous voulez valoriser votre patrimoine dans le cadre d'un contrat d'assurance. Ouais. Vous voulez valoriser votre patrimoine dans le cadre d'une succession. Ou alors, vous avez envie d'avoir juste une idée du prix de ce que vous avez chez vous, une expertise pour pouvoir le mettre en vente aux enchères. Donc, il y a vraiment plusieurs domaines d'action. La vente aux enchères est vraiment un des domaines, mais on intervient sur plusieurs autres formes d'expertise. Donc, l'expertise, c'est-à-dire que vous devez avoir une connaissance très pointue. Oui. Des tableaux, par exemple. Vous êtes, vous êtes quelque part un peu artiste ? Pas du tout. Alors, pas du tout. C'est souvent la question qu'on me pose si j'ai fait les beaux-arts, mais oui. non, pas du tout. Je serais même assez mauvaise. Non, on est effectivement obligé d'avoir une bonne connaissance de l'histoire de l'art. On est censé savoir répondre sur tout type d'objet, de l'Antiquité à nos jours, de toute forme d'objet, de l'objet, le tapis, la tapisserie, le tableau, l'argenterie, le bijou. Après, on se fait assister d'experts quand on a des domaines vraiment très spécifiques. Je pense notamment à l'Extrême-Orient, qui est un vrai domaine porteur aujourd'hui, mais qui est compliqué. Le marché est compliqué. Donc, du coup, là, on se fait souvent assister d'un expert qui nous aide pour l'expertise, pour les prix, voilà, pour ce genre de domaine. Mais quand on est dans une maison, on est quand même censé donner notre avis sur tout ce qu'on peut être amené à rencontrer. Et vous ne vous trompez jamais ? Oh si, ça arrive, ça arrive. Après, on prend souvent le temps de la réflexion. Je sais qu'avec mon associé, on aime bien y aller à deux, justement, pour avoir deux paires d'yeux, deux regards. Ça permet d'avoir un bon avis sur les objets. Parfois, il y a des objets qui nous demandent vraiment un temps de réflexion, de travail, d'expertise. Il y a des objets pour lesquels c'est très simple et on n'a pas besoin de beaucoup travailler. Et puis d'autres, par contre, où on a besoin de plus creuser. Voilà, ça rentre dans l'expertise. Là, notamment, je pense à certaines signatures, mais on a un tableau qui est signé de Courbet à l'étude en ce moment. C'est un travail qui va durer presque une année parce qu'il faut faire appel aux bons spécialistes. Il faut l'authentifier. Exactement. C'est long. C'est long. Et là, pour le coup, on a besoin d'être assisté. Oui, mais vous allez trouver des experts peut-être à l'international ou Oui. On est amené à... Alors, on a quand même aujourd'hui beaucoup d'experts spécialisés en France, heureusement. Ils sont très souvent à Paris. Mais on arrive à trouver des bons spécialistes. Et sur certains artistes, on est obligé de faire appel à des comités à l'étranger. On avait une broche de Calder à vendre. On a été obligé de passer par New York pour la faire expertiser. D'accord, mais c'est passionnant en fait ce métier. Alors, vous allez nous faire rêver. On va rentrer avec vous dans la salle des ventes. Il faut que je vous fasse rêver. Il faut pas que je vous parle du côté noir. On l'abordera aussi. Alors, commissaire-priseur, on le disait effectivement, il y a le côté salle des ventes. Mais il y a commissaire-priseur volontaire. Ça, c'est votre métier. C'est-à-dire qu'on vous contacte, vous faites des estimations, vous allez jusqu'à la salle des ventes. Oui. Et il y a un autre type de commissaire-priseur. Commissaire-priseur judiciaire. Voilà. Lui qui est mandaté par le tribunal pour agir auprès des particuliers, des entreprises. Voilà, il intervient sur les liquidations, les saisies, certaines successions. Voilà. En fait, le commissaire-priseur volontaire n'est là qu'à la demande des clients. D'accord. Voilà. C'est deux métiers différents. C'est deux métiers vraiment différents, puisque le commissaire-priseur judiciaire, c'est quand même un métier très juridique, qui, la plupart du temps, ne fait peu d'objets d'art, alors que nous, c'est vrai qu'on va faire plus... on est plus un métier d'historien d'art qu'un métier juridique. Oui, tout à fait. Après, il y a beaucoup de commissaires-priseurs qui font les deux, qui sont à la fois volontaires et judiciaires. D'ailleurs, notamment en province.
Le judiciaire permet souvent d'avoir une bonne activité et le volontaire, c'est la partie ludique. Oui, parce que là, pour l'instant, ce sont les particuliers qui vous contactent. Tout à fait. D'accord. Voilà, alors, est-ce qu'on peut vous mettre en concurrence avec d'autres commissaires-priseurs ? C'est bien le problème, on est très souvent en concurrence. Ouais. Et c'est tout le souci d'Internet aujourd'hui. C'est que en fait, les gens regardent, font leur marché et en fait, nous mettent en concurrence. Ouais. D'accord. Et ce qui n'est pas, à mon sens, une bonne chose. Enfin, moi, j'envisage mon métier comme un métier traditionnel. On était la personne de confiance qui rendions chez les gens, qui allons faire les expertises. C'est compliqué pour les gens de faire passer un commissaire-priseur. C'est le patrimoine, c'est quelque chose de sentimental. Vous avez vécu avec des années. Donc voilà, vous le confiez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc il y a une vraie relation humaine. Tout à fait, de confiance, oui. Voilà, et c'est vrai que du coup, quand on est 4 à passer sur le même inventaire, en fait, on a tendance à mettre le prix le plus élevé pour essayer de décrocher l'affaire. Sauf qu'en fait, on fait mal notre métier parce que c'est pas vrai, c'est pas juste pour le client, c'est pas juste pour nous parce qu'on sait que quand ça va arriver en vente aux enchères, on n'arrivera certainement pas à le vendre à ce prix-là. Ouais. Donc voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de rester le plus honnête possible dans ses estimations pour le client. C'est ça, en fait. Ouais. Oui, parce qu'on voit l'ordre d'estimation aussi sur Internet. On peut envoyer une photo de son objet et faire une estimation. Ça a quelle valeur, ça ? Alors nous, on en reçoit tous les jours, des estimations par Internet. Ça reste à titre indicatif. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vu l'objet, on donne une estimation sous réserve. Il y a beaucoup d'objets pour lesquels c'est tout à fait faisable parce qu'on n'a pas forcément besoin de le voir directement. Voilà, pour un bijou, c'est très compliqué. On n'a pas vu les poinçons, on n'a pas vu la qualité de la pierre. Donc on le donne vraiment à titre indicatif. Un tableau, si on a une bonne photo de la signature du tableau, ça nous permet quand même déjà de donner un premier avis aux gens. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui ne sont pas des commissaires-priseurs et qui donnent des expertises. Et oui, tout à fait. C'est vrai que du coup, ça fausse un peu parce que très souvent, on arrive chez des gens qui nous disent « J'ai regardé sur Internet, j'ai vu, c'était estimé 1000 à 1500. » Où est-ce que vous avez vu l'estimation ? Parce qu'en fait, c'est pas le juste prix. Donc c'est vrai qu'il faut leur expliquer que... Tout ça a vraiment changé dans votre métier. Ah oui, Internet, c'est un gros bouleversement, ouais. Pas qu'en mal, d'ailleurs, parce que ça nous permet aussi de toucher tout l'international, ce qui est très chouette. On a développé notre réseau d'acheteurs de manière exponentielle grâce à Internet. Mais c'est vrai qu'après, que ce soit au niveau des vendeurs, il faut arriver à leur faire comprendre que ce n'est pas que en regardant sur Internet qu'on a une bonne expertise de l'objet. On a quand même quelques années d'études derrière qui nous permettent d'avoir une bonne connaissance de l'objet. Bien sûr. Et d'autre part, il y a cette concurrence, cette mise en concurrence grâce ou à cause d'Internet qui n'est pas toujours simple à gérer. Et puis l'autre point noir, entre guillemets, d'Internet, c'est que les ventes aux enchères se vident. Alors justement, on allait vous proposer de vous suivre dans une salle des ventes. Oui. Alors, on va plus dans les salles des ventes aujourd'hui ? On y va moins. Ah oui. On y va moins parce que c'est facile. Aujourd'hui, vous vous connectez, vous avez tout un tas de sites de vente de type Draw, Interenchères qui permettent de suivre la vente en direct. Donc, vous vous inscrivez, vous êtes chez vous au bureau, vous n'avez plus besoin de vous déplacer en salle et vous savez quel lot vous intéresse et puis vous enchérissez directement en tapant sur votre ordinateur. D'accord. Donc, en fait, c'est très facile, sauf que nous, on a en face de nous de moins en moins de monde. Et vous avez des ordinateurs ? Et on a des ordinateurs et des caméras, voilà. Ah oui. C'est une autre façon d'appréhender, mais du coup, c'est vrai que la vente aux enchères, c'est quand même quelque chose d'assez théâtral. On a besoin d'avoir un peu c'est ça, c'est l'image qu'on en a, oui, bien sûr. Tout à fait, et c'est ce qui permet de faire monter les enchères, c'est ce qui permet de faire vivre les enchères. Et de temps en temps, sur des objets, vous n'avez que la caméra contre vous. Et vous avez plusieurs acheteurs sur Internet, mais vous n'avez que la caméra. Donc du coup, c'est frustrant pour vous ? Un peu. Parce que vous avez connu, vous êtes toute jeune, mais vous avez connu quand même cette première exactement. passage, Et puis moi j'ai vu des salles, j'ai commencé ma formation à Draw, donc Draw c'est quand même c'est la référence. Oui, du coup, bien sûr. Du coup, quand vous vous retrouvez à Toulouse avec 5 personnes en face de vous, c'est un peu surprenant effectivement, mais ça manque de chaleur du coup. Ça manque de chaleur, ça manque vraiment d'humanité. Après, il faut pas cracher dans la soupe non plus. Ça nous permet d'avoir de belles enchères, ça nous permet de toucher un public plus large, mais il faut apprendre à faire avec. Oui, parce que le marché des enchères est un véritable marché, ça séduit. Alors, plus forcément face à face dans les salles des ventes, mais ça séduit toujours. Ça séduit toujours. Il y a un engouement pour ça. Alors, pas pour tout.
Il y a quand même qu'est-ce qui fonctionne, vraiment alors certains domaines de prédilection. On va dire, en termes de mobilier, ça va être vraiment les années 40, 60, c'est ça, voilà, le mobilier moderne. Le mobilier ancien, on a quand même de plus en plus de mal aujourd'hui à le vendre. Ou quelque chose vraiment de qualité, estampillé, voilà, un bel objet. L'objet rare, ça continuera de se vendre. Ça, oui. Encore faut-il le trouver. La commode Louis XVI de qualité, le meuble en chêne, tout ça, plus personne n'en plus. veut. L'armoire, n'en parlons pas. À 50 €, plus personne n'en veut aujourd'hui. Parce que les mœurs ont changé, on ne vit plus dans les mêmes appartements, on n'a plus des maisons avec 3 mètres de plafond, on a des maisons modernes avec des placards encastrés, donc les goûts changent. Et c'est vrai que du coup, tout ça, on a du mal à le vendre. Donc le mobilier moderne, ça reste un objet décoratif, donc c'est plus facile. On vend très bien l'art asiatique. L'art asiatique reste une valeur sûre. Le bijou, l'or, l'argenterie, tout ça, c'est des choses qui continuent de... Le vin aussi ? Le vin aussi, oui. Mais tout ce qui est tableau, tout ce qui est meubles, tout ce qui est objet, c'est compliqué. C'est compliqué. Les acheteurs ne sont plus les mêmes non plus. On a maintenant beaucoup à faire tout le Moyen-Orient, donc il faut apprendre à... Enfin, les goûts ne sont pas les mêmes que les gens qui achetaient avant aux États-Unis, en Allemagne ou en Angleterre. Donc il faut Qu'est-ce qu'ils recherchent les acheteurs du Moyen-Orient type de... Beaucoup de choses qui vont être... beaucoup de dorures, beaucoup de choses assez visibles en fait. Beaucoup d'objets, très peu de tableaux. Par exemple, un joli bronze, un grand bronze, ça va leur plaire. Une jolie pendule dorée, vous voyez, tout un beau cartel. Voilà, c'est un peu ça. Je ne veux pas être médisante non plus. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui, pour nous paraissaient évidentes sur le marché. Enfin, quand on a un bel objet, ça nous paraissait évident. Et en fait, on ne le vend pas. Il n'y a pas la demande. Alors que le bronze, finalement, pour lequel on se disait ça va être plus compliqué, mais ça, on arrive à le vendre. Mais c'est en ça, justement, que Internet nous aide. Vous aide. Ouais. Voilà. Ouais. Vous restez avec nous ? À tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Pauline Maringe est notre invitée. Elle est la cofondatrice d'Arpogé, une maison de vente aux enchères, et vous êtes installée à Toulouse. Merci Pauline d'être avec nous. Bonjour Jean-Marc Fontaine. Bonjour Doris. Est-ce que vous avez quelque chose à faire estimer ? Pas pour le moment, mais pourquoi pas. Première question, Jean-Marc. Bonjour Pauline. Bonjour. Pour être commissaire-priseur, il faut être, j'imagine, passionné par les objets. D'où vous vient cette passion des objets ? Eh bien, elle est venue assez tardivement, pour ne rien vous cacher. En fait, j'ai fait l'école du Louvre et j'étais plutôt attirée par le musée au départ. Mais il y avait finalement dans le musée trop de distance pour moi avec l'objet. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un peu lourd en termes d'administratif, ce contact avec l'objet. Et donc, du coup, je me suis retournée vers le marché de l'art, où j'ai eu la chance d'être embauchée dans une maison parisienne pendant mes études. Et du coup, j'ai découvert vraiment le métier sur le tas. Et voilà, et le contact avec l'objet était chouette. Et je me suis passionnée à ce moment-là à travers cette découverte au quotidien des ventes aux enchères. Et comment devient-on commissaire-priseur, pour rebondir sur cette question ? Donc, Alors, vous avez fait deux possibilités. Soit vous êtes étudiant, vous passez une licence de droit, une licence d'histoire de l'art, et puis vous avez un concours d'entrée à l'école des commissaires-priseurs, plus 2 ans de formation et un concours de sortie. Soit vous êtes clerc, donc salarié dans une étude, et vous devez vous former pendant 7 ans. Et à l'issue de ces 7 années, vous avez un concours qui sanctionne votre formation. Ce que j'ai fait moi, du coup. D'accord. J'ai fait la formation des clercs et j'ai passé mon concours à l'issue de mes 7 années de travail dans des études. C'est une formation longue. C'est une formation longue, mais oui. En fait, je trouve que c'était... Bon, alors, il s'est avéré que mon parcours a fait que j'ai été embauchée pendant mes études, donc c'était assez naturel pour moi et c'était une vraie chance, donc je l'ai saisie. Et je trouve que c'était très enrichissant parce que finalement, quand vous sortez au bout de vos 7 ans de formation, vous êtes diplômé, vous avez très vite envie de voler de vos propres ailes et du coup, vous avez l'impression d'être quand même plus en capacité de le faire qu'un étudiant finalement qui sort au bout de 2 ans de formation et qui se retrouverait à la tête de son étude
voilà, on a quand même un bagage professionnel qui est un peu plus étoffé. Et c'est-à-dire qu'on a envie de créer son entreprise Ah oui, tout de suite, très vite. plutôt que de travailler en tant que salarié. Ouais, très vite. D'accord. Très vite, c'est bien le problème. Enfin, c'est un problème. Oui, il y a plus de C'est-à-dire commissaires. voilà. Du coup, on est très nombreux. Mhm. On est très nombreux en France. C'est quand même un des seuls pays où on est aussi nombreux. On a tous envie d'avoir notre propre étude. C'est très compliqué parce que la mentalité française fait qu'on a du mal à créer des méga structures qui seraient concurrentielles. Il y a quelques grosses sociétés françaises du type Arcurial voilà, pour qui c'est plusieurs commissaires-priseurs associés qui sont vraiment dans une entreprise, une vraie entreprise, voilà. Ouais. Mais c'est pas la majorité des commissaires-priseurs. À Toulouse, on est quand même 6 ou 7. Pour une ville comme Toulouse, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, En ouais. indépendant. Ouais. D'accord. Ouais, c'est beaucoup. Jean-Marc, une autre question. Lors des ventes que vous organisez, qui achète des collectionneurs, des personnes qui placent leur argent, des personnes qui ne savent pas quoi faire de leur argent parce qu'ils en ont trop. Comment qualifieriez-vous le public qui achète? Les acheteurs, c'est très divers. En fait, vous allez avoir le particulier qui a un coup de cœur sur un meuble, sur un objet. Vous allez avoir les comptoirs d'or qui vont racheter de l'or pour le revendre derrière. Vous allez avoir le marchand qui va acheter un objet de collection pour le revendre à un client qu'il a lui. Ou le collectionneur acharné sur un objet qu'il le veut absolument pour sa propre collection. Donc c'est vraiment extrêmement large. On n'a pas un type d'acheteur. On a vraiment... il s'avère quand même que les grosses pièces sont très souvent achetées par des marchands qui les replacent derrière auprès d'un client qu'ils ont dans leur portefeuille. Pensez-vous que l'écart entre la cote sur le marché d'un objet et sa valeur réelle est toujours justifiée? Par exemple, quand on voit une banane scotchée sur un mur qui est adjugée à 110 000 euros, ou une toile qui s'auto-détruit quand on vient de l'acheter... C'est de l'art, c'est de l'art en fait. C'est compliqué. En fait, nous, c'est un marché, on est vraiment dépendant de l'offre et de la demande. Très souvent, on est contacté par exemple par des artistes qui font leur propre tableau et qui nous demandent de valoriser leur travail. Nous, on n'est pas là pour juger le travail des gens, on n'est pas là pour juger de la qualité de leur travail. On est très dépendant de ce qu'on sait, de ce que vont faire les objets en vente aux enchères. Donc, le tableau de l'artiste qui n'a malheureusement aucune cote sur le marché, même si son tableau est de qualité, eh ben, on sait que ça ne fera pas de prix en vente aux enchères. Donc, le prix sera fixé par cette... Mais ça vous arrive de refuser? Oui. Oui. Oui, parce qu'en fait, nous, on est un intermédiaire. On est là pour servir notre client. Si je sais que le client va perdre de l'argent en emmenant ses lots en vente aux enchères, j'ai pas d'intérêt à lui dire de les emmener. Je sais d'avance que je ne les vendrai pas. Je suis allée faire un inventaire hier chez une dame qui avait malheureusement que des meubles qui n'étaient pas vendables. On le sait. Et on sait qu'en termes de transport, ça lui coûtera plus cher de les emmener en salle des ventes que de les passer. Donc là, je lui ai conseillé de ne pas passer par nous. Mais parce que c'était pas... Au-delà de la valeur, si par exemple on vous avait demandé d'adjuger la banane scotchée au mur, vous l'auriez fait? Si c'est une signature qui a une cote ou qui nous permet de le vendre, oui. On est vraiment, on n'a pas cette vocation de juger l'œuvre d'art, en fait. Vraiment pas. Ouais, c'est ça, c'est l'offre et la demande, en fait. On est un acteur du marché. Question de mode aussi, de tendance, où vous respirez en fait les tendances de l'art. Oui. Et puis il y a beaucoup d'artistes contemporains qui, il y a 20 ans, ne faisaient aucun prix, qui ont réussi à créer leur cote et qui aujourd'hui ont une vraie cote en vente aux enchères. Bon, du coup, voilà, nous on se réfère à on a vraiment cette référence. Il faut avoir du nez aussi, hein. Il faut savoir un petit peu anticiper, il faut se dire ça dans 20 ans, peut-être que. Oui, alors ou pas. Voilà, ou pas. Mais du coup, c'est compliqué. Après, il faut aussi que les artistes acceptent qu'au départ, leur cote soit basse et que ça grimpe après. Jean-Marc, qu'est-ce qu'une vente réussie pour vous? Une vente où on a eu des belles enchères, ça c'est chouette de voir un objet qui s'envole.
c'est toujours, c'est toujours très gratifiant. C'est toujours, il y a quand même une adrénaline quand vous vendez l'objet. Oui, bien sûr. Enfin voilà, vous êtes content. On a passé en mai un petit plateau chinois avec une marque impériale. On avait plein de gens qui s'étaient déplacés de Chine, du Japon, qui étaient venus. Voilà, l'estimation avait été donnée par notre expert. Vous voyez, il est estimé entre 3 et 4 000. Il a fait 135 000. Enfin, c'est génial. Du coup, il y a une vraie, même si la vente en soi fait pas un produit à la fin qui ça reste un plateau, ça mais voulait dire. oui. Non, mais en fait, l'objet, vous êtes content de l'amener là où il doit arriver. Et ça, c'est chouette. Ouais. Et là, le commissaire-priseur a une influence, je dirais, dans la façon dont la vente se déroule. Oui. Quand il vous peut vendez, contribuer bien à sûr. faire monter les enchères par la façon dont il procède. Oui. C'est pour ça que quand vous avez une salle pleine, avec des gens qui enchérissent, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est ça, le côté théâtral. Oui, bien sûr, parce que vous arrivez finalement à faire vendre des choses qui seraient compliquées à vendre, mais s'il y a une émulation, s'il y a une excitation dans la salle, oui, vous arrivez à placer des choses qui sont plus compliquées. Parce que les gens ont envie. Vous êtes pris par les enchères. Hein. C'est pour ça que très souvent, on conseille aux gens de vraiment se fixer un montant quand ils veulent un objet. Parce qu'en fait, vous êtes tellement pris par le système des enchères que vous avez très, très vite envie de lever la main. Et voilà. Et parfois, vous ne vous rendez pas compte du montant que ça fait au final. Donc oui, il y a vraiment un jeu. Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires, entre guillemets, lorsqu'on va dans une salle des ventes, lorsqu'il s'agit par exemple d'une mise aux enchères suite à une liquidation ou une succession? Même pas que, même dans le volontaire. Aujourd'hui, en fait, on est vraiment un métier méconnu. Les gens ont peur des ventes aux enchères. Moi, je rencontre tous les jours des gens qui me disent « mais on peut aller en vente aux enchères ?» c'est ça. Bien sûr, c'est public, il faut y aller. Quand vous voyez le prix d'une commode Ikea et que vous voyez le prix d'une commode en vente aux enchères, il ne faut pas hésiter une seconde. Il y a énormément de bonnes affaires à faire en vente aux enchères. Déjà, ne serait-ce qu'un bijou. Le bijou se vend en vente aux enchères à peu près 50% de moins qu'en boutique. Vous avez envie d'une belle pierre, même si la bague ne vous plaît pas, vous avez envie d'une belle pierre, vous venez en vente, vous achetez la bague, vous la faites remonter, mais ça vous coûtera déjà moitié moins cher que si vous l'aviez achetée neuve dans une boutique. Donc oui, tous les jours, vous faites des affaires en vente aux enchères. Bien sûr. Ah, vous nous vendez bien. Jean-Marc. Alors justement, ça anticipe un petit peu ma question suivante. Hein. Vous l'ignorez pas, nous vivons dans un monde où la misère est très présente et proche de nous, y compris à Toulouse. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de temps en temps d'être dans une planète à part dans un métier futile loin des préoccupations d'une grande partie des gens, avec des objets qui ne pourront jamais se payer, ou ils sont à des années-lumière de pouvoir se le payer. Oui. Mais vous dites aussi qu'on peut faire des bonnes affaires. Oui, bien sûr, on peut faire des bonnes affaires. Vous avez aujourd'hui envie de vous meubler. Avec 200 € de budget, vous arrivez à trouver une table, des chaises, vous pouvez trouver une commode, Donc oui, et puis on est certes un métier futile, entre guillemets, parce que finalement, on n'intervient que dans l'art, que dans le beau, Après, c'est important aussi d'avoir cette dimension-là, hein, de nos jours, de pouvoir rêver, de pouvoir avoir accès à ce domaine-là. Mais je pense à un client notamment qui avait des gros problèmes d'argent. Il était venu à l'étude avec tous les bijoux de sa maman. Et on voyait bien que c'était vraiment un crève-cœur pour lui de les vendre. Donc, on a vu avec lui, on lui a dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de tout vendre. On va vendre une bague. Ça vous mettra certainement un peu de beurre dans les épinards. Et puis, on verra après. Bon, il a vendu une bague. Il a réussi à remonter un peu la pente. Il a récupéré tout le reste des bijoux de sa maman. Eh bien, peu importe, j'étais contente. Oui, j'aurais pu me battre pour récupérer le reste des bijoux, mais non. Enfin, ça m'intéresse pas. Moi, j'étais ravie que ce monsieur puisse s'en sortir. On avait réussi à faire ce qu'on devait faire. Et voilà. Donc, il y a une vraie dimension humaine dans ce métier. Oui. Ouais. Il y a la loi qui prévoit une fusion de votre métier avec celui d'huissier en 2022. Oui. Alors, votre métier, non pas le commissaire-priseur volontaire, mais pour les confrères qui sont judiciaires, oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, il n'y aura qu'un commissaire de justice, en fait. Donc, du coup, vous ferez à la fois le métier d'huissier et le huissier fera le métier de commissaire-priseur. Donc, ce qui va changer, c'est que jusqu'à présent, on était assez protégés. Donc, le tribunal vous donnait des affaires. Ça permettait d'avoir un vrai fonds d'activité rentable. Aujourd'hui, on sera beaucoup plus nombreux à faire ce même métier et on risque de perdre encore en visibilité et en connaissance de notre travail, en fait. Et c'est vrai que pour nous qui nous sommes formés longuement,
parfois ça fait un peu mal au Oui, cœur de se bien dire sûr, qu'on bien est sûr. interchangeable C'est un petit peu aussi facilement. Ça vous inquiète un petit peu? Ouais. Alors, moi, je suis moins impactée aujourd'hui, mais on le sera puisque les huissiers sont quand même beaucoup plus nombreux que nous. Ils faisaient déjà, d'une certaine manière, ils avaient la possibilité de faire des ventes aux enchères dans les secteurs qui n'étaient pas pourvus de commissaires-priseurs judiciaires. Donc oui, on risque, enfin les commissaires-priseurs judiciaires risquent d'être mangés petit à petit. Là, on nous pousse à nous former justement pour apprendre le métier en formation accélérée d'huissier de façon à pouvoir être à même de réagir d'ici 2 ans et être apte à exercer ce nouveau métier. Ce nouveau métier, d'accord. Jean-Marc, dernière question. Comment définiriez-vous votre valeur ajoutée, sans mauvais jeu de mots, dans le monde de l'art, sa connaissance, sa diffusion? Du commissaire-priseur? Oui. Alors déjà, on est expert généraliste, donc on est capable de vous répondre sur tous vos objets. Et le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est un intermédiaire, à l'inverse du brocanteur ou de l'antiquaire qui va racheter pour revendre. Nous, on est vraiment une personne de confiance. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour valoriser votre patrimoine, puisque nous, on est payé à la commission sur les objets que l'on vend. Donc, de toute façon, tous nos intérêts sont liés, si vous voulez. Donc, du coup, c'est vrai qu'on conseille aux gens de faire appel à nous en priorité, ne serait-ce que pour avoir un avis, quitte après à ce qu'ils prennent leurs décisions, mais au moins, ils sont sûrs d'avoir quelqu'un de confiance qui leur donnera une bonne estimation pour leur patrimoine. Merci beaucoup. Mais Merci à vous. On rappelle l'adresse de votre site internet. Oui, donc c'est contact@arpoger.com pour l'adresse mail et www.arpoger.com. Pauline Maringe, vous nous avez emmenés dans les salles de vente. C'était passionnant. Merci à vous, Jean-Marc Fontaine. Entreprendre@radioprésence.com. N'hésitez pas à nous écrire.